son fils de 7 ans l'avait alerté au sujet de son mari. Sa voix chevrotante l'avait secoué, plus violemment qu'aucune sonnerie de réveil n'aurait pu le faire. « Maman, papa a une petite amie, et quand tu partiras en voyage, il va prendre tout ton argent. » Esha Bellwether avait 39 ans, avec un regard chaleureux qui masquait une intelligence aiguisée. De l'extérieur, son existence semblait parfaitement maîtrisée. Sa résidence, dans un quartier résidentiel huppé de Lagos, sur Victoria Island, était contemporaine et irréprochable, imprégnée de parfums doux, qui évoquaient toujours la chaleur d'un foyer. Elle exerçait en tant que conseillère financière pour une entreprise mondiale. Un poste exigeant mais lucratif, qui lui permettait de consacrer beaucoup de moments à son fils, à Marie. Cette nuit-là, Esha venait de terminer l'examen d'un dossier, pour une réunion cruciale à Ibadan. Son vol était prévu pour le mardi matin. Elle rangeait des vêtements élégants dans son dressing spacieux, pendant qu'Amari, son garçon de 7 ans, s'amusait avec un puzzle sur le tapis. C'était un enfant adorable et sensible, dont l'acuité surprenait souvent jusqu'à ses professeurs. Esha plia une chemise blanche impeccable et lança depuis le dressing. « Tu te souviens que tu restes avec ton papa mardi ? » ?»« Oui, juste pour 2 nuits. » Amari ne répondit pas. Il encastra simplement une pièce du puzzle en silence. Esha remarqua son mutisme inhabituel, mais pensa qu'il se concentrait simplement. Après tout, les enfants n'aimaient parfois pas voir leur mère s'absenter. Plus tard dans la soirée, déjà en pyjama, Amari lui demanda de rester un peu plus longtemps avec lui. Avant de dormir, il s'allongea près d'elle, posa sa tête sur sa poitrine et resta muet pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'il prononce des mots qui fendirent la nuit en deux. « Maman » murmura-t-il sans lever les yeux. « Papa a une petite amie. » Esha se figea. Elle crut avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit, mon trésor ? » ?»« Que papa a une petite amie. Il lui a parlé au téléphone hier soir, quand il pensait que je dormais. Il était dans le bureau. Il lui a dit que quand tu partirais en voyage, ils iraient à la banque, et qu'ils feraient quelque chose avec l'argent. » Esha sentit une terreur glacée couler le long de son dos. Elle déglutit difficilement. « Que as-tu entendu exactement, Amari ? » ?»« Il a dit à cette dame que tu serais absente et qu'ils avaient 3 jours pour tout régler. » Elle a ri et a dit qu'il pourrait enfin respirer tranquillement. Esha serra son fils dans ses bras sans un mot. Elle entendait son cœur cogner dans sa poitrine, comme un avertissement pressant. Amari s'endormit vite, mais Esha ne ferma pas l'œil de la nuit. À 3 heures du matin, Esha se leva et descendit à la cuisine pour préparer du café. Elle alluma la lumière tamisée de la salle à manger. Et ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts tremblaient légèrement, lorsqu'elle fit défiler sa boîte de réception. Elle cherchait un fichier reçu quelques semaines plus tôt. C'était une numérisation de documents que Malik lui avait demandé de signer, juste après son opération de la vésicule biliaire. Il avait affirmé qu'il s'agissait simplement de mise à jour pour leurs assurances. Elle le trouva. 5 pages, en petits caractères, remplis de termes juridiques compliqués. Mais un titre attira immédiatement son regard. Procuration générale avec pouvoirs étendus. Son estomac se noua. Clic, elle ouvrit un autre document. Autorisation pour la gestion des biens et actifs en cas de contingence médicale. Ses mains se mirent à trembler. Elle se rappela ce jour-là, l'après-midi où elle avait signé ses papiers. Elle avait encore les agrafes de l'opération. Malik avait été attentionné, presque trop. Prévenant, doux, serviable. Il lui avait servi du thé, apporté les documents, et dit avec un ton rassurant. « C'est juste une formalité, au cas où. Je veux pouvoir t'aider si quelque chose arrive. » Maintenant, ces paroles prenaient une signification terrifiante. Esha ferma brusquement l'ordinateur. Elle se mit à arpenter le carrelage froid de la cuisine, comme une captive cherchant une issue invisible. Son époux, l'homme qui avait juré de l'aimer jusqu'à la fin, complotait contre elle avec une autre femme. Et son propre fils avait été le témoin involontaire de cette trahison. À 4h30 du matin, elle vérifia sa valise. Tout était prêt. Mais l'idée de quitter Lagos la glaçait désormais. Au lieu de dormir, elle prit son bloc-notes professionnel et commença à écrire. Des questions. Des dizaines de questions. Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Qui est-elle? Pourquoi veut-il prendre mon argent? Qu'est-ce que j'ai signé exactement? Suis-je en danger légal? À l'aube, Malik se réveilla comme si de rien n'était. Il embrassa Esha sur le front et prépara du café. « As-tu tout emballé ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle, observant chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, comme s'il était un inconnu. « À quelle heure pars-tu mardi ? » Mon vol est à 6h10. Je dois quitter la maison à 4h30.
Malik hocha la tête. Puis, sans la moindre subtilité, demanda. Rentres-tu jeudi ou vendredi? Aisha sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. Elle prit une lente inspiration et répondit calmement. Disons vendredi soir. Parfait. Et il sourit. Ce sourire fut la confirmation. Pendant qu'Amari prenait son petit déjeuner, Aisha l'observait avec un mélange de tendresse et de fureur. Non pas contre lui, mais contre elle-même. Elle avait ignoré les signes. Les petites absences. Les excuses absurdes. Malik passait plus de temps en réunion, prenait des appels sur la terrasse. Et avait changé les mots de passe de son téléphone. Mais jamais elle n'aurait imaginé quelque chose d'aussi bas. L'après-midi, pendant que Malik était au supermarché, Aisha prit une décision. Elle appela Zora Matisse, une ancienne camarade d'université devenue avocate. Zora, c'est urgent. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. À 19h précise, Aisha entra dans le bureau discret de son amie, au centre de Victoria Island. Zora l'accueillit avec sérieux. As-tu les documents que tu as signés? Aisha hocha la tête, sortit une chemise de son sac et la posa sur le bureau. Zora prit le temps de tout lire, ligne par ligne. Le silence devint lourd. Puis elle releva les yeux. Aisha, c'est grave. Le cœur d'Aisha se serra. Qu'est-ce que ça signifie? Tu lui as donné un accès total. Les mots tombèrent comme une lame. Ton mari peut prendre des décisions légales, financières et médicales en ton nom. S'il prétend que tu n'es pas en état mental de gérer tes biens, il peut agir pour toi, même vendre ta maison. Aisha sentit sa gorge se nouer. Et il peut le faire sans que je sois là? Oui. Zora inspira profondément. Et s'il a déjà planifié tout ça, ton voyage est la fenêtre parfaite. Il ne perdra pas de temps. Il transférera tout pendant que tu es hors de la ville. Aisha blêmit. Je dois révoquer ça, Zora. Je peux t'aider, répondit son amie. Mais il faut être discrète. Es-tu prête à annuler ton voyage? Bien sûr. D'accord. On va faire deux choses. D'abord, révoquer légalement la procuration. Ensuite, avertir la banque. Et bloquer tout mouvement non autorisé sur tes comptes. Zora se pencha un peu plus vers elle. Mais il nous faut une preuve de ses intentions. As-tu un enregistrement, un message, quelque chose qui l'implique? Aisha secoua la tête. Mon fils l'a entendu. Il a dit à la femme qu'ils utiliseraient mon absence. Pour tout gérer à la banque. Zora resta silencieuse un instant, pensive. Ton fils serait-il prêt à le répéter devant un juge si ça s'aggrave? Amari a 7 ans. Je ne veux pas l'exposer. Alors il faut être maligne. Elle esquissa un léger sourire. On préparera la révocation et on bouchera toutes les voies avant qu'il agisse. Aisha quitta le cabinet avec un plan. Le premier de sa nouvelle vie. En rentrant, Malik l'attendait dans le salon, un verre de vin à la main. Tu sembles tendu, ou c'est à cause du voyage? Elle força un sourire. Oui, juste le stress du travail. Je n'ai pas bien dormi. Détends-toi, chérie. Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Je ne peux plus, pensa Aisha en silence. Allongée dans le lit, elle fixa le plafond pendant des heures. Dans la chambre voisine, Amari dormait paisiblement. Il l'avait sauvée sans même le savoir. Un murmure au bon moment avait arrêté un séisme. Mais au fond d'elle, Aisha le savait. Le calme qu'elle voyait n'était que celui qui précède la tempête. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que la maîtresse de Malik ne prévoyait pas seulement de voler son argent. Elle envisageait aussi d'emmener son fils. À 6 heures du matin, Aisha était toujours éveillée. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains jointes, un café refroidi dans une tasse qu'elle n'avait pas touché. Elle écoutait le tic-tac de l'horloge murale, comme un compte à rebours. Son regard était fixe, immobile, comme si son esprit était piégé dans une pensée, dont elle ne pouvait s'échapper. Amari dormait encore. Malik aussi. Ce n'était pas encore l'heure pour lui de se lever pour le travail. Aisha savait qu'elle ne pouvait montrer la moindre faille. S'il se doutait de quelque chose, le plan qu'elle montait avec Zora pourrait s'effondrer. Toute erreur pourrait lui coûter non seulement son argent, mais aussi son fils. Elle se leva et marcha jusqu'à la porte d'entrée. En ouvrant la boîte aux lettres, elle ramassa le journal et sentit une épaisseur inhabituelle dans le tas. Une enveloppe blanche se glissa entre les factures. Pas d'adresse de retour visible. Mais un sceau dans un coin la trahit. Cabinet d'avocat Sterling Jones, Lagos, Victoria Island. Son estomac se serra. Elle rentra dans la maison comme si elle tenait une bombe. Avec des gestes précis, presque mécaniques, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une copie d'un acte notarié. Dans le coin inférieur droit,
2 noms étaient signés comme témoins autorisés. Malik Bellwether et Selah Montgomery. Ce nom fut comme un coup de poignard, et il balaya l'espoir d'une erreur. Le document, daté de plusieurs semaines plus tôt, confirmait la validation de la procuration. Selah n'était pas seulement la maîtresse. C'était la femme qui avait aidé son mari à légaliser une arme contre elle. Aisha abaissa lentement le papier. Elle le posa sur la table comme s'il pesait des tonnes. Son téléphone vibra. Un message de Zora. J'ai contacté le spécialiste. Il a une disponibilité cet après-midi. Prépare-toi à agir. Aisha leva les yeux. Ses yeux n'avaient plus rien de la peur. Ils contenaient de la rage. À 8 heures, quand Malik descendit pour le petit déjeuner, Aisha était prête. Tenue de bureau, ordinateur dans son sac à dos, et un sourire serein collé au visage. Malik la scruta, mesurant chaque détail. « As-tu une réunion aujourd'hui » demanda-t-il doucement. « Oui, avec l'équipe de Nashville. Je prépare tout pour le voyage. » Il insista, feignant la curiosité. « À quelle heure décolles-tu mardi » 6h10. Je dois quitter la maison à 4h30. Il but une gorgée, hocha la tête. Aisha vit, furtif, le mouvement de ses lèvres. Un sourire minimal, presque imperceptible. « As-tu déjà enregistré ton vol » ajouta-t-il. « Pas encore. Je le ferai ce soir. » Pourquoi ? Aucune raison. Je voulais juste savoir si tu avais besoin que je t'emmène à l'aéroport. Aisha soutint son regard sans flancher. Elle voulait qu'il croie qu'elle lui faisait confiance. Même si chaque cellule de son corps hurlait le contraire. « Je te dirai si j'ai besoin d'aide, » répondit-elle en portant la tasse à ses lèvres. Quand Malik partit, Aisha verrouilla la porte. Puis elle s'effondra contre le mur. Elle inspira profondément. Elle se força à ne pas pleurer. Ce jour n'était pas pour les larmes. C'était pour la stratégie. À 11h30, elle arriva au cabinet indiqué par Zora. Un homme d'environ 50 ans, cheveux grisonnants et visage sévère, l'accueillit. « Je suis Sterling Jones, dit-il. Spécialiste en succession et prévention des fraudes domestiques. J'ai examiné le dossier, ajouta-t-il après avoir parcouru les documents. Votre situation est plus courante que vous ne le pensez, mais ça ne la rend pas moins dangereuse. Aisha s'assit, l'enveloppe du notaire serrée entre ses doigts. À quel point c'est grave ? Demanda-t-elle. Sterling lut encore, puis leva les yeux. Ton mari a un contrôle légal total sur tes biens. Il peut vendre ta maison, déplacer tes comptes, signer des décisions médicales en ton nom. Légalement, il tient toute ta vie entre ses mains. Un vide s'ouvrit dans l'estomac d'Aisha. Et il peut me déclarer inapte ? Murmura-t-elle. Oui. Sterling fit une pause. Avec un certificat médical et la procuration actuelle, il peut demander une déclaration d'incapacité. Et si tu es hors de la ville, il est encore plus facile d'exécuter le processus. Sans opposition immédiate. Aisha serra les poings sur la table. Peuvent-ils m'interner dans une clinique ? Oui. Et ils n'auraient pas besoin de mon consentement ? Un ordre médical et sa signature comme agent autorisé suffiraient. Sterling nota chaque détail que lui donna Aisha. C'est là, l'enveloppe, ce qu'Amari avait entendu. Je vois. Oui, c'est en marche, dit-il enfin. Que puis-je faire ? Demanda-t-elle. Sterling tourna son écran vers elle et montra un plan en 3 phases. D'abord, nous allons révoquer la procuration. J'ai un contact direct au cabinet d'avocats. Si nous signons aujourd'hui, ton mari recevra la notification formelle demain. Mais cela pourrait l'alerter. Aisha le regarda, l'inquiétude visible sur son visage. C'est pourquoi la deuxième étape est vitale. Continua Sterling. Nous supprimerons son accès en tant que co-signataire. Sur tous tes comptes. Aujourd'hui, nous transférons tes fonds vers de nouveaux comptes protégés, à ton nom seul. Et troisièmement, demanda Aisha. Nous avons besoin d'une preuve solide de leurs intentions. Un enregistrement, une tentative, quelque chose qui démontre la préméditation. Sterling plissa les yeux. Es-tu prête à faire semblant de partir en voyage ? Aisha hocha la tête sans hésiter. Tout pour protéger mon fils. Pour la première fois depuis des jours, Sterling esquissa un sourire. Bien. Alors nous jouerons au même jeu, mais avec de meilleures cartes. Cette nuit-là, Aisha dîna avec Malik et Amari. Comme si de rien n'était. Malik était plus attentionné que d'habitude. Il raconta des blagues à table. Il proposa d'emballer certaines choses pour le voyage. Il caressa doucement les cheveux d'Aisha. Elle le laissa faire. Chaque caresse était un déguisement. Chaque sourire était une arme. Te souviens-tu de ces papiers que tu as signés il y a quelques semaines ? Demanda Malik après le dîner. L'avocat m'a appelé.
Il a dit qu'il y a quelques détails à mettre à jour. Peux-tu passer à son bureau demain? Aisha sentit un frisson. Elle se leva sous prétexte de faire la vaisselle. Je ne peux pas demain. J'ai une journée complète. Mieux après le voyage. Mais l'avocat a dit que c'est rapide. Juste une signature. Vas-y. Je préfère le faire calmement à mon retour. Il y eut un silence tendu. Malik posa ses couverts sur la table, plus fort que nécessaire. Comme tu veux. Aisha se tourna pour cacher son visage, ferma les yeux, et serra les dents. Elle savait qu'elle avait contrecarré son plan. Et elle savait aussi qu'il commencerait à paniquer maintenant. Le lendemain matin, Aisha exécuta le plan avec Sterling. Elle signa la révocation de la procuration, changea ses comptes, et transféra toutes ses économies vers un compte exclusif et sécurisé. Elle protégea même le fonds éducatif d'Amari que Malik avait aidé à créer. Quand elle eut fini, Sterling la regarda sérieusement. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus de contrôle sur toi. Mais il ne le sait pas encore, et quand il l'apprendra, il ne réagira pas bien. Aisha regarda par la fenêtre. Dehors, la ville suivait sa routine, mais en elle, tout était guerre. Et s'il essaie quelque chose avec Amari, s'il veut l'emmener? Il ne peut pas. Légalement, la garde est partagée. Mais d'après ce que tu m'as dit, je pense que lui et Sela ont autre chose en tête. Aisha se tourna vers lui. Quoi? Sterling l'observa gravement. Et si leur plan était de te faire passer pour instable afin qu'il obtienne la garde exclusive? Aisha ne répondit pas. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Cette nuit-là, pendant qu'elle faisait semblant de préparer son voyage en emballant, Aisha trouva une carte cachée parmi les documents de Malik. C'était pour une clinique psychiatrique privée. Au verso, écrit à la main, une date, mercredi le 10, 9 heures, et un nom, Dr Keisha Grant. Aisha sentit le monde vaciller sous ses pieds. C'était leur plan. Elle partirait mardi, et mercredi, Malik la ferait déclarer instable par un psychiatre complice. Jeudi, elle n'aurait probablement plus de maison, de compte, ni de fils. Elle regarda Amari, qui dormait en serrant son lion en peluche dans ses bras. Elle s'assit près de lui, caressa ses cheveux, et jura en silence qu'elle ne les laisserait pas le toucher. Aisha n'était plus seulement une mère blessée. C'était une femme en guerre, et elle avait appris vite à combattre avec intelligence. L'étape suivante était de découvrir avec qui Malik travaillait. Elle avait un nom, Sela Montgomery. Mais ça ne suffisait pas. Elle avait besoin de plus. Savoir qui elle était, ce qu'elle faisait, et quelle connexion elle avait. Elle devait comprendre jusqu'où s'étendait ce réseau. Après avoir déposé Amari à l'école, elle s'assit au volant et sortit son téléphone. Elle ouvrit le navigateur et tapa « Sela Montgomery ». Des résultats épars apparurent. Un profil LinkedIn, des registres notariaux et une mention sur le site d'une firme de conseil financier. Montgomery et Associates. Elle cliqua sur chaque lien comme si elle désamorçait des mines. Sur le site de la firme, elle trouva une photo de Sela en tailleur impeccable, un sourire parfait et une arrogance marquée dans les yeux. La description indiquait associée fondatrice, spécialiste en gestion de patrimoine personnel. Administration d'actifs et restructuration de fonds familiaux. Aisha déglutit, regardant à nouveau l'adresse. Peachtree Road, 2e étage, Lagos. Puis elle se souvint. Malik disait souvent avoir des réunions dans des bureaux de clients. Sur cette même rue. Il avait même emmené Amari là-bas une fois, lui avait-il dit. Aisha avait cru que c'était une banque. Maintenant, elle comprenait tout. Cela n'était pas nouvelle dans la vie de Malik, ni seulement une consultante. Quelque chose en Aisha lui disait que ce visage n'était pas totalement inconnu. Elle retourna en ligne, cette fois sur Facebook, et chercha le nom complet. Il y avait un compte privé sans publication visible, seulement une photo de profil. C'est là, de dos, face à une baie vitrée, avec vue sur la ville, le genre d'image qui ne montre pas, mais suggère. Aisha décida d'aller plus loin. Elle fouilla dans de vieux albums numériques sur son ordinateur. Des dossiers oubliés, des événements, des rassemblements, des photos de mariage, de lune de miel, rien. Jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier que Malik lui avait envoyé une fois, intitulé Collège. Elle l'ouvrit. Et la voilà. C'est là, beaucoup plus jeune, avec des cheveux plus longs, assise à côté de Malik lors d'une fête étudiante. Dans une autre photo, ils s'enlaçaient. Dans une de plus, ils s'embrassaient. Les photos dataient de 2003. Cela n'était pas seulement une maîtresse. C'était son ancienne petite amie. La femme que Malik avait aimée avant de rencontrer Aisha. Et maintenant, elle était revenue. Aisha s'assit seule dans la salle à manger, l'ordinateur devant elle,
fixant l'écran comme une trahison enregistrée. Elle ressentit un mélange de fureur, de peur, d'impuissance, et quelque chose de plus dangereux. Une soif de justice. Des heures plus tard, Amari rentra de l'école. Il était joyeux, avec de nouveaux dessins dans son sac. Esha essaya d'agir naturellement en lui servant une collation. « Maman, puis-je te dire quelque chose? Mais promets-moi que tu ne te fâcheras pas. »« Bien sûr, mon cœur, dis-moi. » Amari joua avec son verre de lait. « Papa m'a dit quelque chose, que quand tu partiras en voyage, il m'emmènera vivre avec lui et c'est là. Qu'on aura un chiot, qu'elle cuisine bien, et qu'il y a Ali juste pour moi là-bas. » Esha sentit ses doigts glacés. « Il t'a dit ça? » Amari hocha la tête. « Et il a dit que tu seras très occupé, que tu travailleras loin, et qu'il prendra mieux soin de moi. Mais je veux vivre avec toi. Tu pars? » Esha serra son fils dans ses bras et l'embrassa sur la tête. « Non, mon bébé. Je ne pars pas. Ne t'inquiète pas. Personne ne te séparera de moi. » Amari ne comprit pas la gravité de ces mots. Mais Esha, si. C'était le plan complet. Non seulement prendre ses biens, mais aussi effacer sa présence de la vie de son fils. À 21h, Malik rentra. Il semblait pressé, nerveux. Il apporta un sac de pâtisserie et une bouteille de vin. Il essaya d'être affectueux. Il parla à Esha comme s'ils se fréquentaient à nouveau. « Tu es belle ce soir » dit-il pendant qu'elle faisait la vaisselle. « Merci » répondit-elle sans le regarder. « J'y pensais, et si après ton voyage, on planifiait une petite escapade? Juste toi et moi. Pas de travail, pas d'enfants, juste nous. » Esha esquissa un léger sourire. Pourquoi si romantique d'un coup? Malik la regarda avec ce sourire forcé qu'il ne pouvait plus maintenir. Parce que je t'aime, Esha. Et parfois, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Je m'éloigne? C'est drôle. Peut-être que j'ai juste beaucoup en tête. À ce moment, le téléphone de Malik vibra. Il était sur le comptoir de la cuisine. L'écran s'alluma. Esha parvint à lire un nom avant qu'il ne le saisisse. Sila. Malik le verrouilla immédiatement. C'était qui? Demanda Esha comme si elle n'avait rien vu. Un client du bureau. Esha le regarda en silence. Elle laissa tomber. Ce n'était pas le moment de le confronter. Quand Malik alla sous la douche, Esha prit son téléphone, s'enferma dans la salle de bain d'Ami. Composa le numéro de Zora, et parla à voix basse. Nous avons ce qu'il nous fallait. Il ne veut pas seulement me voler. Il veut garder mon fils. Et Sila fait partie de tout. C'était sa petite amie à l'université. Ils sont ensemble depuis des années. As-tu une preuve plus directe? Demanda Zora. Non, mais je peux en obtenir. Alors fais-le. Enregistre ce que tu peux. Conversation, message, n'importe quoi. Cette même nuit, Esha activa l'enregistreur vocal sur son téléphone. Et le laissa tourner dans le salon, pendant qu'elle faisait semblant de dormir sur le canapé. À 23h07, Malik passa un appel en haut-parleur. « Salut, ma belle » dit-il à voix basse. « Elle dort » demanda Sila de l'autre bout. « Oui, et elle ne se doute de rien. Tout est prêt. Dans 48 heures, ce sera à nous. Es-tu sûr que l'avocat acceptera le transfert? Sûr. Il pense que c'est pour une restructuration familiale. Elle a déjà signé l'autorisation pendant sa convalescence. Elle n'a même pas remarqué. Et la maison aussi, mais on l'a fait via l'agence immobilière. Mon beau-frère a déjà reçu la compte. Il ne reste qu'à signer l'acte. Parfait. Je veux te voir demain. J'ai quelque chose à te montrer. C'est quoi? Je te le montrerai en personne, mais un indice, c'est en dentelle rouge. Esha retint son souffle. Elle savait qu'elle devait sauvegarder chaque seconde de cette conversation. L'enregistreur continua jusqu'à ce qu'il raccroche. Le lendemain, Esha porta l'enregistrement à Sterling. L'avocat écouta attentivement, notant date et nom. « Bien, dit-il quand ce fut fini. Nous avons maintenant une preuve de préméditation et d'un transfert d'actifs en cours. Il a mentionné une agence immobilière. Oui, et que son beau-frère a déjà reçu la compte. Je vais enquêter sur le nom de l'entreprise. » Cet après-midi-là, Sterling appela Esha de son bureau. « Je l'ai trouvée. L'agence immobilière s'appelle Southern Property. Elle est enregistrée au nom de Damien Montgomery, le frère de Sela. » Esha sentit le sol se dérober sous elle. « Ils vendent ma maison à une société écran créée par la famille de sa maîtresse? Oui, mais si nous agissons maintenant, nous pouvons l'arrêter. Nous devons déposer une injonction et une demande urgente de révision de propriété. Pour consentement vicié aujourd'hui. Fais-le. » Sterling avait déjà tout préparé. Cette nuit-là, Esha rentra,
fit semblant de réserver un trajet pour l'aéroport. Laissa une valise vide au bas de l'escalier et serra à Marie fort avant de le coucher. Elle ne dit pas au revoir. Elle murmura juste à son oreille. Demain, tout ira bien. Pendant que Malik dormait, Esha envoya un message à Zora et Sterling. Elle était prête pour l'étape suivante, simuler son départ et regarder le piège se refermer. Ce que Malik ignorait, c'était qu'il était déjà surveillé et que ses propres mots avaient scellé sa perte. Esha ouvrit les yeux avant que l'alarme ne sonne. Il était 4h12 du matin. L'obscurité dans la chambre était totale, mais en elle, il y avait une clarté qu'elle n'avait pas connue. La certitude qu'elle était sur le point de tout changer. Elle se leva en silence, s'habilla avec les mêmes jeans et chemises qu'elle avait préparées la veille. Prit la valise vide qu'elle avait placée au bas de l'escalier, et descendit sans bruit. Malik dormait dans la chambre adjacente. Comme s'il s'attendait à célébrer une victoire tranquille le lendemain. Il croyait que tout se passerait selon son plan. Esha hors de l'état, la maison prête à être transférée, les comptes sur le point d'être vidés, le fils aligné pour être emmené avec lui. Et une nouvelle vie avec Sela comme touche finale. Mais tout cela était un mensonge soigneusement construit. Esha mit la valise dans le coffre de sa voiture. Démarra le moteur, régla le GPS sur l'aéroport et quitta le quartier sans se retourner. À environ 4 pâtés de maison, elle arrêta la voiture, éteignit les phares. Et se gara dans un petit garage discret à l'arrière. Que Sterling avait arrangé pour elle. C'était une propriété que l'avocat utilisait pour des cas délicats comme le sien. Là, dans une petite maison qui fonctionnait, comme un centre de surveillance légale, Sterling l'attendait. « Tout va bien ?» demanda-t-il en ouvrant la porte. « Je n'ai pas dormi, mais je suis prête », répondit Esha en entrant. L'endroit avait un bureau avec 2 ordinateurs portables ouverts, une cafetière en marche, et un moniteur central connecté à des caméras de surveillance. Sterling lui offrit une tasse de café, mais elle y toucha à peine. Toute son attention était sur les écrans. « Es-tu clair sur ce que nous allons faire ?» demanda-t-il. Esha hocha la tête. « Nous allons attendre qu'il agisse. »« Exactement. Tes comptes sont déjà bloqués. La procuration est révoquée. La banque a été avertie. Tout est légalement blindé. Maintenant, l'important est qu'il s'expose. » À 8h03, Malik envoya le premier message texte. « Chérie, as-tu embarqué? Tout va bien ?» Esha l'ignora. À 8h47, un autre arriva. « Dis-moi quand tu atterris. Je veux savoir que tu es en sécurité. » Sterling nota l'heure. Chaque message ferait partie de la chronologie légale. Qu'il construirait plus tard. À 9h10, une des caméras connectées à la succursale bancaire capta du mouvement. Malik entra par la porte principale en costume gris clair, un dossier noir sous le bras, et une expression confiante sur le visage. Sela l'attendait dehors dans une voiture blanche garée illégalement, vérifiant son téléphone. « Le voilà », murmura Esha sans détourner les yeux de l'écran. « Voyons combien de temps il met à lâcher le masque », dit Sterling en activant l'enregistrement. Malik s'approcha de la zone de service exécutif, montra sa pièce d'identité, et remit les documents. La caméra zoomait d'un angle discret. La conversation était partiellement audible via le microphone ambiant. Que la banque avait autorisé pour les cas légaux. En tant qu'agent légal de Madame Esha Bellwether, je veux liquider les fonds du compte numéro. L'exécutive, une femme d'une 40aine d'années, vérifia son ordinateur. Son visage changea. Elle leva les yeux prudemment. Un moment, s'il vous plaît. Elle appela son supérieur. Un homme grand avec des lunettes apparut derrière la vitre, examina les papiers. Puis hocha sèchement la tête, prit le téléphone, et composa une extension. Malik fronça les sourcils, croisant les bras. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Nous vérifions juste les informations », répondit le gestionnaire. Sela sortit de la voiture et s'approcha de la porte, regardant nerveusement à l'intérieur. Elle fit les 100 pas en consultant sa montre. Sur la caméra, ils entendirent Malik murmurer entre ses dents. « Ça devait être fait aujourd'hui. Ma femme est hors de l'état. » Esha sentit son pouce accélérer. Entendre ces mots de sa bouche était comme une confirmation écrite. Le gestionnaire revint avec le dossier en main. « Monsieur Bellwether, je dois vous informer que la procuration a été révoquée. Il y a moins de 24 heures. De plus, votre accès en tant que co-signataire a été supprimé. Vous n'êtes plus autorisé à effectuer des mouvements sur ces comptes. » Malik pâlit. « C'est impossible, balbutia-t-il. Et je répète, monsieur, vous n'avez pas d'autorisation légale. Et les documents que vous avez présentés sont invalides, reprit le gestionnaire. C'est insensé, protesta Malik. Elle a signé ça. Je suis son mari.
Le système a été mis à jour, coupa le gestionnaire. Les informations ne permettent aucune exception. Malik haussa la voix et frappa la table. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. L'exécutif se leva immédiatement. Le gestionnaire appuya sur un bouton sous le bureau. La sécurité approcha dans le couloir. Cela entra dans la banque à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Dit-elle fort, s'approchant de Malik. Ils nous refusent l'accès. Ils disent qu'elle a tout révoqué, répondit-il hors de lui. Mais tu n'avais pas dit que c'était fait? Elle a signé. Elle l'a signé pendant sa convalescence. Et comment a-t-elle pu l'annuler si vite? Qui l'a aidé? Je ne sais pas, mais ça devait être fait aujourd'hui. Esha écouta chaque mot depuis l'ordinateur. Sterling enregistrait tout en temps réel. Tout ce qu'il fallait pour un procès pour tentative de fraude était là. Audio, vidéo, date, documents révoqués. Malik et Sela exposés dans leur désespoir. Sur l'écran, le gestionnaire fit un geste de la main. Malik fut escorté vers la sortie. Sela partit avant lui, parlant au téléphone, agité. Sterling arrêta l'enregistrement. C'était parfait. Esha porta les mains à son visage. Elle ne pleura pas, mais le poids émotionnel était écrasant. Le voir, l'entendre, savoir qu'il avait vraiment essayé d'exécuter tout ça, blessait plus que n'importe quelle trahison imaginée. À 11h02, le téléphone d'Esha vibra. C'était Malik. Elle ne répondit pas. Il vibra à nouveau. Puis un autre numéro. Puis un message texte. Où es-tu? Pourquoi as-tu fait ça? Il faut qu'on parle maintenant. Sterling la regarda. Ne réponds pas. Laisse-le parler dans le vide. Chaque appel, chaque message désespéré est une preuve de sa connaissance du plan. Et ta position claire est celle de la victime. Esha inspira profondément. Et s'il va à la maison? Que attendons-nous? Nous avons déjà des caméras cachées activées, et tu n'es pas là. Tu as un alibi en béton. Chaque minute de cette journée est documentée. À 12h21, une alerte apparut sur l'écran. Malik était devant leur maison, frappant à la porte, cognant avec insistance. Puis il fit les 100 pas, sortit son téléphone, et appela à nouveau. Esha, réponds-moi. Où es-tu? As-tu parlé à quelqu'un? Qui t'a mis ça en tête? Esha le regarda depuis l'écran. Te voilà, murmura-t-elle, l'homme qui prétendait m'aimer. Malik s'assit sur les marches d'entrée, téléphone collé à l'oreille, respirant lourdement. Cela arriva quelques minutes plus tard. Elle sortit de la voiture et se disputa avec lui. La caméra capta les gestes, ses cris et elle jetant son téléphone par terre. Il ressemblait à un couple en chaos. Le masque de perfection s'était brisé, et ce qui restait était un désordre qu'ils ne pouvaient plus contrôler. À 14h30, ils partirent. Sterling éteignit le moniteur. Esha, c'est suffisant pour déposer une plainte pour tentative de fraude, abus de confiance, falsification de documents et abus de procuration, et si le juge l'approuve. Nous pouvons demander une ordonnance de protection et une interdiction immédiate. Esha regarda l'écran noir. Elle n'avait plus peur. Je veux le faire aujourd'hui. Sterling hocha la tête. Nous le ferons, et avec ça, nous ne les arrêterons pas seulement. Nous les détruirons légalement. Esha se leva, prit son sac. Son fils l'attendait, et elle n'était plus seulement une mère face à un traître. C'était une femme qui avait gagné avec intelligence et dignité. Contre ceux qui avaient essayé de lui arracher tout. En arrivant à la maison, elle trouva Amari dans le salon. En train de regarder des dessins animés, avec son lion en peluche préféré dans les bras. En entendant la porte, il courut vers elle et la serra fort. Esha le pressa contre sa poitrine. Ça avait été une semaine longue, plus longue qu'un enfant de 7 ans ne devrait en vivre. Même s'il ne saisissait pas pleinement l'ampleur du désastre qui l'avait empêché. « Es-tu parti ou pas, maman ?» demanda Amari, la regardant avec ce mélange de curiosité et de tendresse, propre aux enfants. Esha caressa sa tête. « Non, mon bébé. Je suis resté près. J'avais à surveiller quelque chose de très important, quelque chose que tu m'as aidé à voir. Et tu as été si courageux. » Amari ne posa plus de questions. Il sourit simplement, comme si son monde se sentait à nouveau en sécurité. Mais Esha savait que ce monde était encore menacé. Que Malik, acculé et blessé dans son orgueil, était sur le point de faire l'étape suivante. Et que cette étape serait dangereuse. À 18h, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Esha regarda Sterling, qui était avec elle dans la cuisine, en train de revoir le dossier numérique de la plainte qu'il déposerait le lendemain. « Réponds », dit l'avocat. « J'ai l'enregistrement de l'appel en fond. Reste calme. Ne cède pas à son ton.
Ne montre pas de colère. Écoute et réponds juste. Nous avons besoin qu'il parle assez pour s'incriminer. Aisha hocha la tête et glissa son doigt sur l'écran. Allô? De l'autre côté, la voix de Malik sortit, chargée d'une tension à peine contenue. Où es-tu? Ça n'a pas d'importance, répondit-elle sereinement. De quel numéro appelles-tu? J'ai dû utiliser un autre téléphone. Tu as bloqué le mien. Et qu'est-ce que tu veux, Malik? Il y eut une pause. Puis son ton changea. Il passa d'agressif à supposément blessé, comme s'il pensait encore pouvoir faire appel à son côté doux. Il faut qu'on parle, toi et moi. Ce qui s'est passé ce matin était dingue. On s'est mal compris. Tu agis comme si j'étais un criminel. Aisha resta silencieuse quelques secondes. Et tu ne l'es pas? Demanda-t-elle calmement. Bien sûr que non, répliqua Malik. De quoi parles-tu? Tu me connais. Je suis le père de ton fils. Je suis ton mari. Le père de mon fils, qui a essayé de vider mes comptes en prétendant s'inquiéter pour mon vol, répondit Aisha d'un ton froid. Le mari qui a signé des documents dans mon dos avec sa maîtresse. Celui-là. Malik soupira lourdement. Tu exagères. Ce n'était pas comme ça. Tu n'as aucune idée de comment tu m'as fait me sentir. Comme un intrus. Un voleur. Je voulais juste. Il s'arrêta. Nous voulions juste ce qui nous revient aussi. Cela et moi. Aisha leva les yeux vers Sterling, qui hochait la tête en prenant des notes. Tout se passait comme prévu. Tu inclus cette femme dans notre famille maintenant? Reprit Aisha. Elle est avec moi plus longtemps que tu ne le sais. Et toi? Rétorqua Malik. Tu ne nous as jamais assez donné. Toujours au travail. Toujours dans ton monde. Et moi? Et tout ce que j'ai apporté? Continua Aisha. Tu as apporté un plan pour te débarrasser de moi. Non, ce n'est pas vrai, protesta Malik. N'aviez-vous pas prévu de m'interner avec l'aide d'un psychiatre? Poursuivit Aisha. N'aviez-vous pas un rendez-vous déjà fixé? Pour déclarer que j'étais émotionnellement instable? Malik se tut. Et la maison? Insista Aisha. N'alliez-vous pas la transférer à une société qui s'avère être au nom du frère de ta maîtresse? Ce n'est pas ce que tu penses, murmura Malik. Et c'est quoi alors? Une coïncidence? Demanda Aisha. C'est la justice, Aisha, déclara Malik. Justice pour tout ce que tu m'as pris toutes ces années. Qu'est-ce que je t'ai pris? Questionna Aisha. Ma place, répondit Malik. Tu étais toujours celle qui brillait. Celle qui gagnait plus. Celle qui prenait les décisions. J'étais juste l'accessoire. Sais-tu ce que c'est de vivre en se sentant invisible? Et c'est ta justification? Répliqua Aisha. Me faire disparaître pour que tu te sentes quelqu'un? Malik marmonna quelque chose entre ses dents. Sterling augmenta le volume de l'enregistreur. Je ne voulais pas que ça dégénère, dit enfin Malik. Nous voulions juste recommencer. Toi, tu n'aurais jamais permis ça. Tu as raison, admit Aisha. Je n'aurais jamais permis que tu prennes ce qui m'appartient ou à mon fils. À ce moment, Amari apparut à la porte de la salle à manger. Il écoutait attentivement, ne comprenant pas tout, mais assez. Maman, dit-il d'une voix tremblante. Tu parles à papa? Aisha le regarda et lui fit signe doucement de s'approcher. Elle prit sa main et l'assit près d'elle. Oui, je lui parle, répondit-elle. Amari resta silencieux, mais des larmes coulèrent sur ses joues. Va-t-il me prendre de toi? Demanda-t-il. Jamais, répondit-elle à voix basse. Il ne te prendra jamais de mon côté. Au téléphone, Malik entendit tout. Il est là? Lança-t-il. Utilises-tu notre fils pour ça? Je le protège, répondit-elle calmement. De la façon dont tu ne l'as pas fait. Malik laissa échapper un grognement. Tu es malade, tu as besoin d'aide, et tu as besoin d'un avocat. Il raccrocha. Sterling arrêta l'enregistrement. C'était de l'or pur. Il s'est incriminé 3 fois, tentative de fraude, abus de confiance et complicité avec des tiers. Nous porterons ça au bureau du procureur demain. L'affaire n'est plus seulement civile. Elle entre maintenant dans le domaine pénal. Aisha serra Amari fort. Il cacha son visage dans sa poitrine, sanglotant doucement. Elle caressa son dos, murmurant des mots qu'elle arrivait à peine à prononcer, tant la boule dans sa gorge était grande. Le lendemain matin, Sterling et Aisha déposèrent la plainte. Auprès de l'unité des fraudes familiales et patrimoniales. Ils joignirent l'enregistrement, les documents révoqués, des captures d'écran des rendez-vous notariaux, la tentative de mouvement bancaire et les antécédents de Sela Montgomery. Et puis vint la surprise. Un des enquêteurs vérifia le dossier de Sela et trouva une plainte précédente pour fraude au travail, impliquant falsification de signature, dans son ancienne firme de conseil.
Elle avait été licenciée pour avoir altéré un contrat sans consentement du client. Dans une affaire qui n'était pas allée au procès mais s'était réglée à l'amiable. Sterling se frotta les mains. Ça nous donne l'angle parfait. Si elle a été prise pour falsification avant, et qu'elle a essayé de nouveau avec toi, nous pouvons utiliser son historique comme un schéma de comportement. Et ça fait plus qu'une tentative. C'est de la récidive. Aisha ne répondit pas. Elle sentait simplement que, petit à petit, le poids se soulevait de son dos. Le même système qui, pendant des années, semblait favoriser les puissants, était cette fois de son côté. Le bureau du procureur accepta la plainte formelle. La maison ne pouvait pas être transférée. Les comptes étaient protégés. Et surtout, une enquête fut ouverte pour tentative de fraude patrimoniale, falsification de documents et abus émotionnels envers un mineur. Cette nuit-là, Aisha s'assit sur le canapé avec Amari. Ils regardèrent un film ensemble. Ils rirent par moments. Mais quand il s'endormit, blotti contre elle, Aisha le regarda en silence. Elle savait que le plus dur était encore à venir. Elle savait que Malik ne resterait pas silencieux. Et que Sela ne laisserait pas la défaite l'humilier sans combattre. Mais maintenant, elle ne marchait plus seule. La loi était avec elle. Les preuves étaient de son côté. Et son fils dormait paisiblement. C'était tout ce dont elle avait besoin pour l'instant, car ce qui viendrait ensuite serait définitif. Et elle n'était pas prête à perdre un pouce de plus, une larme de plus, ou une seconde de plus. Le bâtiment du tribunal général se dressait comme une tour de béton, au milieu des avenues animées de Lagos, et des visages anonymes. Aisha l'observait depuis la voiture, pendant que Sterling revoyait les documents une dernière fois. Sa mallette en cuir reposait sur ses genoux, et dedans, chaque page était une plaie ouverte. Preuves, captures, enregistrements, témoignages. Tout ce qu'il fallait pour que le système arrête de prétendre que la justice était optionnelle. « Es-tu prête ?» demanda Sterling sans la regarder. « Personne n'est prêt pour ça, » répondit-elle d'une voix stable, « mais nous le faisons quand même. » Ils entrèrent par la porte principale à 8h02. L'air sentait le papier, le café réchauffé, et les nerfs contenus. Sterling salua un officier avec qui il avait parlé l'après-midi précédent. Aisha remit sa pièce d'identité, signa les formulaires, et fut conduite dans une petite salle d'attente au mur blanc, avec une caméra discrète dans le coin. À 8h17, Malik arriva. Il était vêtu de noir, sans cravate. Sela était à ses côtés, portant des lunettes de soleil sombre, et un blazer gris qui ne cachait pas la tension sur son visage. Malik évita de regarder Aisha, mais Sela, non. Elle la fixa avec un mélange de haine, de mépris, et de peur car elle savait que tout allait sortir. Le juge présidant l'audience préliminaire était un homme aux cheveux blancs, aux sourcils épais, et à la voix mesurée. Son ton transmettait l'autorité sans effort. Le genre de juge qui avait vu plus de trahison que de mariage dans sa vie. Il prit place, examina les dossiers, et demanda aux côtés du plaignant de commencer. Sterling se leva. Aisha inspira profondément. Votre honneur, ma cliente a été victime d'une série d'actes prémédités. Par son mari et Madame Sela Montgomery. Dans le but de la dépouiller de son patrimoine, d'annuler sa capacité légale. Et de prendre la garde de son fils mineur. Nous joignons des preuves documentaires, audio, vidéo, et des témoignages. De plus, nous présentons des preuves que les défendeurs ont tenté d'utiliser une procuration obtenue par tromperie, signée pendant une période de récupération médicale, suivant une chirurgie majeure. Le juge examina les papiers, s'attardant sur les sceaux, dates et signatures. Il prit quelques notes. Puis il se tourna vers Malik. « Monsieur Bellwether, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Malik se leva. Sa voix trembla d'abord, mais ensuite il trouva un ton ferme, presque indigné. « Votre honneur, tout ceci est un malentendu. Ma femme traverse une crise émotionnelle. Elle a des antécédents d'anxiété sévère. Elle est sous pression constante depuis des années. Je n'essayais que de la protéger. Elle a signé les documents en pleine conscience. Ce que nous avons fait était pour le bien de la famille. Il n'y a eu ni tromperie ni intention de lui nuire. » Aisha laissa échapper un rire sec. Elle ne put se retenir. Le juge leva les yeux. « Madame Bellwether, souhaitez-vous dire quelque chose ?» Aisha se leva sans se presser. Sa robe bleu foncé la faisait paraître formidable, résolue. Sa voix ne trembla pas une fois. « Vous avez utilisé ma récupération médicale comme une opportunité. Ça ne vous rend pas intelligent. Ça vous rend lâche. J'ai signé ces papiers avec de la morphine dans le système. Vous m'avez dit que c'était une mise à jour d'assurance. Vous ne m'avez jamais donné le choix. Et pendant que je dormais sur le canapé, vous complotiez avec votre maîtresse.
Comment prendre ma maison, mes comptes, et mon fils. J'ai tout enregistré. C'est la 10 ans, dans 48 heures, ce sera à nous. Vous criant à la banque que ma femme est hors de la ville. Tout est là, avec date, heure, et contexte. Malik baissa les yeux. Sela croisa les bras fermement. De plus, continua Aisha, mon fils a parlé. Il a dit à son enseignant qu'il avait peur, que son papa lui avait dit que, quand je partirais, il irait vivre avec Sela, qu'ils auraient un chiot. Comme si ça suffisait à effacer sa mère. Le juge demanda le silence d'un léger geste de la main. Puis il demanda que l'audio et les vidéos soient présentés. L'enregistrement à la banque. L'appel téléphonique. La conversation interceptée entre Malik et Sela. Chaque mot remplit la salle comme un verdict. Personne ne parla. Personne ne respira. Quand ce fut fini, le juge s'adossa à son siège. Après avoir écouté les preuves, et compte tenu des indications claires de falsification de documents, intention de frauder, et manipulation émotionnelle envers un mineur, je procède à l'émission des mesures précautionnaires suivantes. Une ordonnance de restriction contre M. Malik Bellwether et Mme Sela Montgomery. En faveur de Mme Aisha Bellwether et de son fils mineur. Le gel de toute tentative de transfert d'actifs est ordonné. Jusqu'à la résolution de l'affaire principale. Malik s'effondra littéralement. Il s'affala dans son fauteuil comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Sela saisit son sac et quitta la salle sans regarder en arrière. Le juge demanda une coordination avec les services sociaux. Des heures plus tard, une travailleuse sociale visita l'école d'Amari. Elle parla avec son enseignant, le conseiller, et ensuite le garçon lui-même. Dans son rapport, elle nota qu'Amari avait clairement raconté que son père lui avait dit qu'il vivrait bientôt avec lui et Sela, et que sa mère était trop fatiguée pour s'occuper de lui. Des attitudes évasives de la part de Malik furent aussi rapportées lors de réunions scolaires précédentes, où il évitait les sujets émotionnels, et se limitait à discuter logistique, horaire, et routine. Le rapport était accablant. Négligence du bien-être émotionnel. Et tentative de manipulation de l'environnement du mineur, dans le but de séparation forcée du noyau maternel, sont confirmés. Aisha reçut le document à la maison et le lut en silence. Chaque mot était un poignard, mais c'était aussi une brique dans le mur qui la protégeait. Amari jouait dans le jardin arrière avec un avion en papier. Il ne savait pas que son histoire était écrite dans des dossiers officiels, ni que sa voix, petite et tremblante, avait été la plus puissante de toutes. Cette même semaine, Sterling reçut un appel du bureau du procureur. « Nous avons une proposition, lui dirent-ils. Si la partie affectée accepte, nous pouvons offrir un règlement pour éviter un non-procès. » Malik et Sela étaient prêts à accepter une responsabilité formelle pour éviter la prison. L'accord consistait en 3 ans de probation. Restitution complète pour tout mouvement financier raté, perte de droit sur tout actif partagé, casier judiciaire, pour tentative de fraude et falsification de documents, et renonciation volontaire à la garde partagée. Sterling raccrocha et regarda Aisha. « Qu'en penses-tu ? Je veux qu'il soit marqué. Je veux que le monde sache qui il est. Mais plus que tout, je veux la paix. Je veux que mon fils grandisse sans avoir à voir ce reflet dans ses yeux. Alors nous acceptons. » Ils signèrent l'accord 2 jours plus tard. Malik ne regarda pas Aisha une seule fois. Le visage de Sela était caché derrière des lunettes sombres, qui ne dissimulaient pas sa défaite. La signature fut rapide, presque routinière. Comme si des tentatives de trahison, de vol et de destruction émotionnelle pouvaient être scellées. Avec de l'encre noire sur du papier ordinaire. Quand Aisha quitta le bâtiment avec Sterling, elle respira l'air le plus pur qu'elle avait senti depuis des mois. C'était comme si le poids avait cessé de pendre à sa poitrine. À la maison, Amari l'attendait avec un dessin. Sur la feuille, il était écrit « Tu es ma super-héroïne », avec une figurine en bâton portant une cape rouge. Elle sourit, le serra dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, elle le fit sans peur. Elle avait gagné. Pas seulement l'affaire, mais la certitude qu'aucune tentative de manipulation, aucune trahison profonde, aucun faux document, et aucune parole froide ne pouvait vaincre une mère déterminée à protéger ce qui était sien. Et cette bataille, celle qui n'était pas dans les lois ou les dossiers, mais dans le cœur, elle l'avait déjà gagnée. Le temps n'efface pas, mais il transforme. Ce qui était autrefois un champ de guerre émotionnelle était maintenant un foyer paisible. Les murs qui gardaient autrefois des secrets et de l'attention avaient maintenant des dessins scotchés, des phrases écrites au marqueur, et l'odeur de biscuits fraîchement cuits. Amari, maintenant âgé de 12 ans, avait grandi plus que Aisha ne l'imaginait.
Sa voix était plus grave, son regard plus ferme. Mais il conservait les mêmes yeux vigilants qui, 5 ans plus tôt, avaient révélé une vérité qui avait tout changé. Il dormait encore avec la fenêtre légèrement entr'ouverte, et réglait encore son réveil une demi-heure plus tôt que nécessaire, juste pour se préparer sans se presser. Aisha disait que c'était parce qu'il aimait le silence du matin. Mais elle savait que c'était autre chose. Elle savait qu'Amari, même s'il ne le disait pas, avait appris dès très jeune que tout pouvait changer à tout moment, et il voulait être prêt au cas où. Aisha avait vendu la maison 1 an après avoir gagné l'affaire. Elle ne voulait pas continuer à vivre dans les mêmes espaces où Malik avait comploté sa ruine. Elle déménagea dans une maison plus petite, mais plus lumineuse, avec un jardin et une cuisine ouverte, qui devint le centre de sa nouvelle vie. Elle garda peu de meubles, peu d'objets, seulement l'essentiel, comme si son âme avait aussi besoin d'espace pour respirer. Elle travaillait maintenant de manière indépendante. Elle avait quitté la firme de conseil et créé son propre projet d'accompagnement pour des femmes en situation de vulnérabilité légale. Elle avait 2 employés, 3 grands clients et une centaine d'histoires qui confirmaient chaque jour que son combat n'avait pas été vain. Ce matin-là, Amari quitta l'école avec une enveloppe à la main. Il marcha jusqu'à la voiture avec un sourire qu'il ne pouvait cacher. « Maman », dit-il en bouclant sa ceinture. « Ils m'ont donné ça. » Aisha prit l'enveloppe et l'ouvrit soigneusement. Le logo de la fondation académique Phoenix Rising était imprimé en en-tête. Elle lut la lettre 2 fois, puis le regarda. Son cœur battait la chamade. « Il t'offre la bourse complète. » Amari hocha la tête sans parler. « Tu es incroyable, » dit-elle enfin. « Absolument incroyable. » Cette nuit-là, Aisha alla à son bureau. Elle ouvrit une petite boîte en bois qu'elle gardait au fond du tiroir. Elle en sortit une feuille de papier pliée en 3. C'était une lettre manuscrite à l'encre bleue sur du papier simple. Elle l'avait conservée là pendant 5 ans. Elle l'avait écrite au milieu du chaos, quand la vérité commençait à émerger. Et que la vie tenait encore à un fil. Elle ne la lui avait jamais montrée. « Amari, » dit-elle pendant qu'il faisait ses devoirs à la table de la salle à manger. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit la lettre sans rien ajouter. Amari l'ouvrit avec des mains tremblantes. En lisant, son visage changea. Ses yeux s'embuèrent. Il se mordit la lèvre, finit de lire, et la serra contre sa poitrine. « Tu l'as écrite quand tout se passait ? » ?»« Oui. Je ne savais jamais si c'était le bon moment, mais maintenant je sais que oui. » Amari la serra dans ses bras. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Le lendemain, Aisha reçut une notification légale. L'expéditeur était une firme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle ouvrit le document avec la même froideur qu'elle avait appris à cultiver ces dernières années. Sheila Montgomery essayait de la contacter. Via un avocat, pas pour des affaires ou des excuses. Le document était bref, ambigu. Il disait qu'elle souhaitait transmettre quelques mots, qu'elle avait changé, qu'elle cherchait le pardon, non pour se racheter mais pour clore un cycle. Il demandait une rencontre en personne. Aisha ferma l'enveloppe, la posa sur la table, la fixa pendant 5 minutes, puis se leva. Elle alla à la cuisine, prit une allumette de la boîte, et l'alluma. Elle regarda le feu consumer le document centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il devienne des cendres noires. Cela ne méritait rien. 2 semaines plus tard, Aisha trouva une autre enveloppe dans la boîte aux lettres. Cette fois, l'écriture était immistakable. Malik. Le nom n'avait même pas besoin de signature. Son trait était tatoué dans sa mémoire. Elle s'assit dans le jardin. Le ciel était clair. Elle ouvrit l'enveloppe sans émotion. La lettre était longue. Il disait qu'il avait perdu son emploi, que Sheila l'avait quitté, que ses parents ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui. Qu'il vivait en location, et qu'il regrettait tout un peu plus chaque jour. Il parlait de solitude, de remords, combien Amari lui manquait, combien elle lui manquait. Il demandait pardon, n'attendait rien. Il avait juste besoin de le dire. Aisha plia la lettre calmement, se leva, entra dans la maison, la jeta dans la cheminée. Et regarda les flammes jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune trace. Amari ne demanda jamais si son père avait écrit, comme s'il savait que cette porte ne devait pas s'ouvrir. 2 ans plus tôt, Aisha avait eu un partenaire. Ça n'avait pas duré longtemps. Il était gentil, patient, mais Aisha n'était plus la même. Il y avait des blessures qui n'avaient pas besoin d'amour pour guérir. Elles avaient besoin de temps. Et le temps faisait enfin son œuvre. Cette nuit-là, Amari s'approcha d'elle pendant qu'il dînait. « Vas-tu un jour raconter toute cette histoire ?» Aisha le regarda. « Que veux-tu dire ? Ce qui s'est passé. Tout depuis le début. Ce que tu as fait, ce qu'il a essayé. Vas-tu le dire à quelqu'un ?» Aisha posa ses couverts.
Elle réfléchit plusieurs secondes. Peut-être que je ne la raconterai pas comme mon histoire, dit-elle. Mais comme une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. Une histoire où une mère se croyait en sécurité jusqu'à ce qu'elle soit trahie. Et où un enfant de 7 ans, sans le vouloir, a sauvé sa mère de tout perdre. Amari la regarda avec cette intensité qui n'était plus celle d'un enfant. Mais pas encore celle d'un adulte. Et penses-tu que quelqu'un t'aurait cru si je n'avais rien dit? Aisha baissa les yeux. Peut-être pas. Alors pourquoi ne m'as-tu pas remercié plus de fois? Aisha sourit. Parce que depuis que tu l'as fait, je n'ai jamais cessé d'être reconnaissante. Juste pas toujours avec des mots. Amari se leva, l'embrassa sur le front, et monta dans sa chambre. La porte se ferma lentement. Aisha resta assise. Elle regarda la lampe allumée au-dessus de la table, l'horloge marquant 22h47. La nappe qu'elle avait cousue elle-même pendant les nuits les plus dures. Elle s'autorisa une larme, juste une. Et ce n'était pas de tristesse ni même de soulagement. C'était une larme de clôture. Parce qu'il n'y avait plus rien à réparer et rien à récupérer. L'histoire s'était terminée. Et dans sa voix intérieure. Comme si quelqu'un lui dictait du fond de son âme. Aisha savait que si elle décidait un jour de partager ce qu'elle avait vécu, elle commencerait comme ça. L'argent ne mesure pas l'amour. Il mesure la cupidité. Et parfois, la trahison ne vient pas d'un ennemi, mais de la personne qui dort à côté de toi. Mais il est aussi vrai que l'amour le plus pur peut venir d'un fils de 7 ans qui, d'un murmure, sauve ta vie. As-tu aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutes-tu? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette histoire, tu peux aimer et partager l'histoire avec vos proches. Merci infiniment pour ton doux soutien. J'attends avec impatience tes commentaires sur l'histoire. Sur l'écran, tu peux voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner. À la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.